La quotidienne vous est présentée par Microsoft. Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, on embarque dans une colonie de vacances un peu particulière. Elle s'appelle les Allumeurs de Lune. Elle est gérée par la Fédération des œuvres laïques de Haute-Savoie. Pendant un mois, une soixantaine d'enfants montent un spectacle. Ils l'ont fait cette année-là sous la caméra de Pierre Bécu, dont le film vient de sortir sur les écrans. Il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Guillaume Buand. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Programme d'histoire aujourd'hui, on va parler de la Seconde Guerre mondiale à travers un de ces échos qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui, la spoliation des biens. Et on en parle à l'occasion de la vente aux enchères chez Christie's d'un tableau intitulé Portrait de femme à mi-corps. Et puis rendez-vous en fin d'émission, comme chaque semaine, avec Sandra Ferreira sur le plateau repas de notre diététicienne et nutritionniste, le repas de Thanksgiving. Et oui, c'est l'actualité. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Jamais deux sans trois. Après la série d'Arte Ceux qui rougissent, après le film Le Panache, un troisième film s'intéresse ce mois-ci à ce qui se joue quand enfants et adolescents montent sur scène pour préparer et interpréter un spectacle. Cette fois, c'est traité sous le mode du documentaire. Son titre, Jouer et grandir. Il est signé Pierre Bécu. Il a déjà été diffusé une fois à la télévision il y a quelques temps. Il vient de sortir en salle et on vous le recommande vivement. Bande annonce. Je suis Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Vous êtes cette année 54 sur scène. Je suis comme un fou. Je le cache un peu, mais j'ai trop hâte. Je crois que notre colonie de vacances, c'est un apprentissage formidable de la citoyenneté. Amusez-vous. Dès que vous prenez du plaisir, vous en donnez. Dans le travail que l'on fait, nous, au quotidien, au niveau de la FOL, c'est donner des possibles. On s'exprime. Se perdre dans les labyrinthes du monde. Super! On a un projet concret, un spectacle avec un vrai public. C'est ça l'écolo, c'est garder des moments avec des copains. C'est aussi la découverte de l'autre, sans le cocon familial. J'avais super peur de me tromper dans le texte. Le soir, je le relisais 5 fois. Ça marche super bien. Sur les 63 costumes à faire, il nous en reste 29 à faire avant la générale. Vous avez fait un travail incroyable. Je n'ai plus peur, j'ai confiance, je t'aime. Moi aussi, j'ai confiance et je t'aime. Un enfant qui a fait une bonne colo, c'est un enfant qui est mieux armé pour aller à l'école, faire la rentrée scolaire. Faites un beau spectacle. Merde. C'est grâce à eux si j'ai confiance en moi maintenant. Donc, encore merci. C'est malin, Pierre Bécu, bonjour. Bonjour. Cette jeune fille qui a les larmes aux yeux, elle me les remet. Elle me fait penser à un petit garçon. C'est une scène qui est juste avant, ils se tiennent tous par la main avant le spectacle. Il est triste et il demande à la metteuse en scène, il dit, est-ce que je peux pleurer? Et alors là, elle lui dit, non, pas maintenant, tu feras ça après. Il dit, bon d'accord, et il pleure pas. Voilà, c'est juste pour vous dire que c'est vraiment un film qui est gorgé aussi d'émotions. On plante le décor, les Allumeurs de Lune, c'est une initiative désormais rituelle en Haute-Savoie. C'est un truc énorme en fait. Oui, ça fait 35 ans que ça dure, en fait, et c'est une colo du Fauval, Fédération des œuvres laïques, mais qui est axée théâtre et musique. C'est l'originalité. Important de dire musique parce que la partition musicale n'est pas évidente. Vous l'avez filmé, vous, en 2019. C'était la 30e édition. On y vient, on y revient dans cette colo. On peut passer d'allumeur à animateur ou à volontaire. Il y a un côté hyper familial quand même. C'est ça, c'est l'originalité. C'est vraiment sur une continuité. Et du coup, il y a un aspect intergénérationnel très fort. Puisque la metteuse en scène actuelle, Élise, est venue en tant qu'enfant depuis l'âge de 6 ans. Et voilà, donc il y a un lien comme ça entre les générations qui est très fort. C'est organisé par la Fédération des œuvres laïques, la FOL. Peut-être qu'on peut parler un petit peu de ça, ce que sont les FOL, les FOL. Bien sûr. Et ça rattache cette expérience au grand mouvement de l'éducation populaire. Oui, on peut en parler parce que c'est vrai que j'ai tenu à ce que cette création soit sourcée, qu'on envoie les racines. Parce qu'il y aurait un danger, ce serait de considérer que ça tombe du ciel, en disant voilà, il suffit de faire un chèque et puis tout va bien. Non, il y a une vraie volonté en termes d'émancipation et d'éducation populaire qui vient de cette section Fédération des œuvres laïques qui a plus de 90 ans et évidemment de la Ligue de l'enseignement à la base créée par Jean Massé il y a plus de 150 ans. Donc voilà, c'est comment créer en dehors de l'école
les conditions d'une émancipation de la jeunesse sur le temps scolaire. Au début, c'était les cantines, les chorales, l'après. Ce qu'on appelle couramment le périscolaire. Le périscolaire, exactement. Ouais, ça date pas d'hier. Ouais. Et puis, évidemment, les colonies de vacances qui ont pris un essor particulier après la Seconde Guerre mondiale. Essor, reflux, on dit aujourd'hui d'ailleurs des colonies de vacances, de cette façon de vivre ensemble avec des parents qui hésitent à confier leurs enfants. Mais bon, pour les allumeurs de lune, j'imagine que ça ne fonctionne pas. Oui. Il continue à avoir beaucoup de succès. Oui, alors ça dépend des sections. C'est vrai qu'il y a, en Haute-Savoie, il y a la chance d'avoir des sites assez fabuleux, que ce soit au bord des lacs ou en montagne. Donc c'est une section qui est très forte. Et puis beaucoup de séjours. À l'année, je crois que c'est quelque chose comme je ne sais plus, il y a 5000 séjours. Enfin, c'est énorme. Donc, ce reflux, on ne le sent pas du tout là parce que les adultes ont souvent été confrontés à ça étant jeunes ou pas. Et il y a une mixité aussi, avec des comités d'entreprise et des CCAS de communes, notamment de la région parisienne, qui envoient des enfants régulièrement. Comité d'action sociale, les CCAS. Et donc ça fait effectivement plein de monde. Ces années Jean Massé, ces années de l'enseignement, c'est vraiment l'âge d'or de ce qu'on appelle l'éducation populaire. Elle s'épanouit au début du siècle, et notamment dans les années 30, on pourrait citer Léon Blum, on pourrait citer Jean Zay également, dans un contexte qui peut rappeler politiquement un petit peu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. D'ailleurs, est-ce que pour vous ça a un sens, vous faites le lien ? Je crois, oui. Alors moi, je ne suis pas du tout issu de ce milieu. J'étais dans un milieu paysan où pour moi, la colonie de vacances, c'était un luxe. C'était l'alpage, en fait. C'est ça. J'allais en alpage avec les anciens, garder des troupeaux. En Savoie aussi ? En Savoie, moi. En Savoie. Enfin, c'est vraiment la frontière. Non, c'est pas le même pays. Ne mélangeons pas. Mais par contre, effectivement, je dois tout autant à l'école qu'à cette culture paysanne et montagnarde. Donc là, on voit très bien que il y a une volonté d'engagement. C'est-à-dire que les adultes qu'on voit dans le film, ils viennent voir les répétitions. Ce sont les employés, les anciens, le bureau, les anciens présidents viennent voir spontanément on n'a rien fabriqué du tout. On a filmé, on a capté, nous, en mode immersif. Et ils viennent voir les répétitions et les spectacles, puisque la particularité, c'est que c'est joué devant du public. Dans plusieurs villes, je crois 4 ou 5, c'est ça, une mini-tournée. Voilà, là, je crois qu'il y avait 6 dates. C'est ça, ouais. Donc c'est créé en 2 semaines et joué sur une semaine. Ce qui est quand même un tour de force quand on voit la complexité. Le spectacle est long en plus, en vrai. On ne le voit pas, le spectacle d'ailleurs. Ouais. On voit des morceaux. On voit des morceaux du spectacle. Alors, on donnera accès sur le site internet à la captation totale, parce que c'est important aussi de pouvoir montrer le résultat. Bah oui. Mais pour en revenir à votre question, oui, il y a cette notion d'engagement. Les plus anciens, là, ont commencé, pendant la guerre, à faire des petits spectacles pour recueillir de l'argent pour les prisonniers. Et oui, on peut... alors, c'est vrai, quand on parle de Jean Zay, notamment, on peut se dire que, voilà, ce sont des gens qui se sont engagés, qui ont même laissé leur vie au prix de cet engagement. Et oui, parce que Jean Zay est exécuté par la milice. Après avoir été ministre de l'Éducation, de la culture aussi, il faisait le lien. Ça renvoie aussi complètement à l'idée de l'éducation populaire, de faire ce lien entre éducation et culture. Tout à fait. Et je crois que c'est aussi un film sur la notion d'engagement. Et on peut le voir sous l'angle associatif, sous l'angle association de parents d'élèves, sous cet angle-là, on peut tout à fait le scruter à cette aune-là. Oui. Et ce film, il s'intitule donc Jouer et grandir. Il est signé Pierre Bécu et il vient de sortir en salle. On retrouve Pierre Bécu dans quelques instants, mais pour l'heure, c'est l'Anti-Sèche. On reste à l'école, on reste dans des périodes pas évidentes, mais alors pour le coup, c'est plutôt juste après. Vous allez le voir avec Guillaume Buan, l'Anti-Sèche. Bonjour Guillaume. Bonjour Emmanuel. Petite extinction de voix en perspective. Tout à fait, oui, effectivement. On va poser le ton pour cette Anti-Sèche. On parle, ceci étant, d'un sujet qui appelle à poser le ton et à avoir un ton grave. C'est un sujet qui est abordé en cours d'histoire quand on parle de la Seconde Guerre mondiale et de ses suites. C'est la spoliation des biens juifs qui ont été volés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on en parle à l'occasion de la vente aux enchères chez Christie's aujourd'hui d'un tableau intitulé « Portrait de femmes à mi-corps ». Je vous propose de regarder ce tableau justement entre 1933 et 1945, la date de la fin de la Seconde Guerre mondiale. En fait, de nombreux biens culturels ont subi pillage, vol ou encore vente forcée et confiscation. Pour connaître l'histoire de ce tableau, donc, je me suis rendu directement chez Christie's à Paris. Alors déjà, qui a peint ce tableau? La première question et la réponse tout de suite d'Olivia Gauche. Elle est spécialiste dans le département tableau ancien justement chez Christie's.
C'est un tableau du portraitiste Nicolas de Largillière. Il était un portraitiste très recherché de la fin du XVIIe et début du XVIIIe siècle. En fait, c'est un portraitiste qui est né à Anvers. Donc il est formé dans la tradition flamande. C'est ça qu'on voit par ici, la soie qui brille comme ça, mais qui a passé la plupart de sa carrière en France. Malheureusement, on ne sait pas qui elle était. Donc elle reste la belle inconnue. Alors au début du XXe siècle, le tableau appartenait à la famille de Rothschild, plus précisément à Philippe de Rothschild, mais ce dernier l'a caché. Pourquoi? Les explications. Juste avant la guerre, Philippe de Rothschild s'est rendu compte que ça allait mal tourner pour les familles juives en France. Donc, en fait, il a stocké ses œuvres dans des caisses et il a mis ces caisses dans une cave près de Bordeaux. Mais là, il est arrêté en essayant de partir de la France. Et les nazis ont découvert où il avait caché ses œuvres. Parce que Hitler, il cherchait vraiment des œuvres parce que lui, il voulait créer un musée en Allemagne avec des exemplaires de chaque genre de tableaux, de sculptures européens. Donc pour lui, un portrait pareil, c'est un symbole de la peinture française. Et pour retrouver justement tous ces tableaux, eh bien Hitler a fondé une organisation. Je ne vais pas vous le dire et comment la prononcer, je vous propose plutôt d'écouter Olivier Gauche. Qui s'appelait le ERR, c'est le Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg. Ça veut dire l'état-major du commandant Rosenberg. Et Alfred Rosenberg, c'était un nazi qui systématisait la spoliation des œuvres des familles juives en France. Et le tableau a donc été retrouvé du côté de Bordeaux. Il est ensuite revenu à Paris avant de passer par le jeu de paume. On se souvient tous justement de ces grandes réunions qu'il y avait au cœur de Paris. À ce moment-là, les œuvres recevaient justement un numéro qui était inscrit derrière le tableau. Vous allez le voir dans quelques instants. Pour celui-ci, c'est le R437. Écoutez bien. Le numéro qui était noté par Rose Valland dans ses carnets. Elle travaillait d'abord au Louvre, après elle était mutée au jeu de paume quand les Allemands sont arrivés. Parlant allemand, elle comprenait exactement ce qui se passait. Donc elle a noté les numéros des œuvres, auxquelles familles les œuvres appartenaient et leur destination finale en Allemagne. Mais quand les Monuments Men sont arrivés en France juste avant la fin de la guerre, donc après le débarquement, il y a une partie d'entre eux qui sont passés par Paris et qui sont entrés en contact avec Rose Valland. Et elle leur a donné ces carnets dans lesquels se trouvaient les numéros et les destinations finales. Et ils ont pu trouver là où les œuvres ont été stockées en Allemagne. Celui-ci était au château de Neuschwanstein, le château des rois de Bavarie. En mai 1945, les Monuments Men ont trouvé ce tableau là-bas. C'est à ce moment-là où ils ont pris la célèbre photo qui descend l'escalier devant le château avec ce tableau entre les mains. Et c'est grâce à Rose Valland, Guillaume, que le tableau a pu être restitué en 1946 à la famille Rothschild. C'est la fille de Philippe de Rothschild d'ailleurs qui ensuite le vend en 1978. Tout à fait. Et il faut savoir que dans chaque vente en fait qu'il y a environ 1 à 2 œuvres qui ont été spoliées et qui sont donc en vente chez Christie's. Il y a donc ce département de la restitution qui s'en occupe. Et donc c'est aux spécialistes de repérer justement ces problèmes, ces numéros. Ils vont pouvoir ainsi creuser pour restituer les biens. Travail qui est très sérieux depuis une quinzaine d'années environ. C'est ce que m'expliquait Olivia. Avant, c'était difficile. Il n'y avait pas tout simplement de spécialistes. C'était difficile de consulter aussi les archives qui étaient physiques parce qu'il fallait se baser là-dessus. Ça, le travail qui reste est énorme quand même. Ah oui, on est sur plusieurs années, bien évidemment. On estime d'ailleurs entre 100 000 le nombre d'œuvres qui ont été spoliées en France pendant l'occupation, 5 millions, notamment le nombre de livres selon le ministère de la Culture. Ces nombres sont fondés sur les déclarations des personnes également spoliées après la guerre. Toutes les personnes n'ont pas déclaré d'ailleurs la disparition de leurs biens et sont d'ailleurs sous-estimé. Alors concernant ce portrait, parce qu'on en revient à cela, il est quand même mis en vente. Puisqu'il est en vente aujourd'hui, il faut mettre combien? Le prix de départ, si vous le souhaitez, c'est entre 50 000 et 80 000 euros. Allez, combien au final? Ça, on regardera bien évidemment. Et alors, on peut y aller et vous nous invitez à aller chez Christie's. Ah, j'ai adoré. Guillaume, il est revenu de ce reportage, il a dit foncez chez Christie's et de fait, j'y avais jamais dit, c'est génial. Alors. J'ai adoré Christie's. Et vraiment, même quand on n'achète pas. Effectivement, j'ai adoré déjà l'accueil, j'ai adoré les lieux et je vous conseille d'y aller. C'est un musée en fait qui
qui est ouvert à tous. Vous avez de la céramique, vous avez des tableaux, vous avez des portraits, vous avez de tout. Vraiment, c'est gratuit le samedi matin en fonction des expositions. Vous pouvez aussi y aller avec vos enfants, mais vraiment, vraiment, foncez-y. C'est à Paris, c'est dans le 8e. Sinon, c'est sur le site internet, c'est christies.com pour avoir toutes les informations. Pas besoin d'acheter, de sortir le carnet de chèques, mais juste aller flâner dans les allées et discuter avec ces gens qui sont simplement passionnants. Et voilà, il est tellement enthousiaste que ça lui enlève même son extinction de voix. On oublie la cortisone, on va chez Christie's. Merci beaucoup, Guillaume. Jouer et grandir de Pierre Bécu, film déjà diffusé en salle, et à la télévision, et qui vient de sortir en salle. On le retrouve, c'est Le Grand Oral. Pierre Bécu, pourquoi ce titre, Jouer et grandir? C'est un peu une fausse question de ma part, parce que j'ai vu le film, mais c'est pour donner envie aux autres de le voir. En général, je ne choisis pas mes titres. C'est vrai? Non. En général, mais là, vous l'avez choisi? Non, je ne l'ai pas choisi. Ah non, pas plus. D'accord. Alors, dans ce cas-là, je vais le dire, il fonctionne extrêmement bien. Parce qu'on les voit, ça dure 15 jours, hein, mais on voit certains personnages, quand je dis personnages, en fait, ce ne sont pas des personnages, ce sont des êtres humains, des vrais. Mais bref, on voit certains enfants changer en 15 jours. Complètement. Ouais. C'est cette transformation. Il y a vraiment un commencement pour beaucoup d'enfants qu'on voit dans cette affaire. Et vraiment un dépassement de soi incroyable. Et ce qui est fort, c'est le dépassement de soi aussi des adultes. C'est-à-dire que cette dimension de l'enfant, on l'a déjà vu dans plein de récits. Vous avez cité des films qui sortent en ce moment à l'affiche, la série pour Arte que j'ai vue, qui est très très belle. Ceux qui rougissent. On se souvient du documentaire à voix haute sur l'éloquence, qui était très beau. Là, on a une particularité, c'est la façon dont, déjà, on arrive tous au résultat, il n'y a pas de sélection. Hein, et je dirais que ceux qui partent le plus loin, y compris avec des problèmes de lecture au départ, etc., sont fabuleux sur scène. Et la notion du changement de l'adulte, la façon dont ça remet en cause les certitudes de l'adulte, dans certains cas des enseignants proches de la retraite, ou même retraités, qui n'osaient pas se mettre en danger. La particularité, c'est que ces adultes-là doivent aller sur scène avec les enfants. C'est vrai qu'il y a cette dimension intergénérationnelle qui est très très forte. Une des clés de ce mûrissement qui se produit pendant cette colonie de vacances, c'est vraiment la notion de confiance aussi, c'est-à-dire la confiance qu'on leur fait à ces enfants et la confiance qu'ils y trouvent en eux-mêmes. Ouais, ça m'a beaucoup impressionné. Ouais. C'est la qualité d'accueil de la structure en général, mais qui est incarnée par la metteuse en scène au départ. Et c'est ce qui fondamentalement construit la confiance de l'individu et aussi du collectif. Et c'est cette notion de projet. C'est-à-dire que c'est pas non plus idyllique. La bande-annonce le montre pas forcément, mais il y a beaucoup de moments de difficulté. On est dans le doute, où on est très fatigué, exténué, à la limite de la rupture, où il y a des tensions. Et le projet collectif tient tout ça et en fait aboutit à un dépassement de soi dans la dimension collective. Avec beaucoup d'émotions, beaucoup de responsabilités aussi. C'est un des premiers moments où ces enfants se voient confier une responsabilité qui est assez considérable, parce que quand on est sur une scène, on est responsable pour soi, mais aussi pour tout le monde. Et franchement, pour moi, la responsabilité naît d'un long processus d'auto-responsabilisation. Tout comme l'autorité ne naît pas de la discipline. C'est Hannah Arendt qui le disait, elle naît d'une décision consentie, une décision commune. Et là, on est sur des valeurs qui sont essentielles pour la société dans laquelle on vit aujourd'hui, malheureusement. Elles sont bousculées. Voire bafouées. Qu'est-ce qui vous a donné, vous, Pierre Bécu, dans votre parcours, dans votre histoire, envie de réaliser un film sur cette colonie de vacances si particulière? Alors, je travaille beaucoup depuis 10 ans, même un peu plus. Moi, j'ai fait de la télé pas mal, Ushuaïa notamment, au tout début de l'émission. Il y avait beaucoup d'audience sur ces émissions-là. Il y avait beaucoup moins de chaînes. Puis après, dans les années 2000... Ushuaïa, moi je vous regarde comme ça, mais parce qu'on doit être à peu près de la même génération. Ouais. Donc Ushuaïa, c'était une émission totalement mythique, animée par Nicolas Hulot, et dans laquelle on voyageait absolument dans le monde entier. Et c'était une émission d'aventure, de découverte, de voyage, sur la nature aussi beaucoup. Oui, c'était très précurseur sur la défense de l'environnement. Voilà, pardon, j'ai fait... après, les plus anciens... C'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. et puis j'ai aussi réalisé des longs métrages de fiction. Et après, en termes de demande au niveau télé, je ne m'y reconnaissais plus du tout. Ça, c'est l'arrivée de la télé-réalité. Très clairement, j'ai dit stop. Et on m'a dit, mais tu comprends pas, c'est ce que veulent les jeunes. Donc, je suis allé voir les jeunes, dans les écoles, dans les centres sociaux, etc. J'ai fait des ateliers à la façon des anciens, des groupes Medvedkin, où vraiment on donne la parole aux
Et la caméra. Medvedkin, là encore, vous parlez un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est les années 68, c'est mai 68 notamment, les groupes Medvedkin. Et c'est autour du cinéma. C'est une démarche qui a été très prononcée. C'est le cinéma direct, c'est Chris Marker. Voilà. Et en fait, c'est une vocation. Moi, je le fais pas d'une façon directement politique. Je le fais juste parce que pour moi, c'est émancipateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir un regard critique si on n'est pas soi-même confronté à la fabrication ou à la création. Là, c'est le cas avec le théâtre, dans Jouer et grandir. Dans ce que je fais par ailleurs, c'est avec le cinéma. C'est comme si... Vous leur faites faire des films, en fait. Voilà. Ils se coltinent la réalité il faut produire quelque chose. C'est comme si on vous demande de prendre goût à la lecture sans jamais avoir la possibilité d'écrire. Et oui, c'est à peu près quand même ce qui se passe partout, dans les écoles. Oui. Voilà. Pour ça, il y a quelques assos. Allez, je fais un petit clin d'œil au Labo des Histoires, qui est une asso qui a toute ma tendresse et qui justement fait écrire et qui a parfois toutes les peines du monde à expliquer que c'est absolument indissociable. Comment vous avez procédé pour filmer au plus près toute cette aventure? Vous avez passé... il y avait combien de caméras? Vous avez passé 2 semaines non-stop à tourner, à prendre le son? Bon, l'idée, c'était déjà d'y aller une année en mode repérage, pour voir si ça le faisait. Et puis après, petit à petit... Alors, en fait, c'est vraiment... C'est de l'affût, c'est pas de la traque. La caméra, la façon dont... Beaucoup une caméra de track qu'on voit là sur les écrans quand on allume la télé. Et moi, je suis plutôt sur le mode affût et plutôt chasse photo, évidemment. Ça tue pas, ça fait pas mal, quoi. C'est ça, ouais. C'est indolore et c'est consenti. C'est-à-dire que voilà, il faut se faire accepter. Et puis à partir de là, on est aussi... on a une responsabilité morale. Alors là, je remonte encore un peu, c'est Rossellini, ça. C'est-à-dire que le néo-réalisme italien, c'est la responsabilité morale du réalisateur. Cette question-là, j'ai envie de la poser à beaucoup de réalisateurs aujourd'hui. Parce qu'on est responsable des produits, enfin des œuvres, et donc des produits aussi, qu'on met à disposition et des conséquences. Voilà. Qu'est-ce que vous en avez personnellement retiré de cette expérience singulière, de ces Alors, ce que j'en ai retiré, c'est évidemment beaucoup de plaisir à voir ses enfants se dépasser, et les adultes aussi. Mais ce que j'en retire de plus fort, c'est ce qu'on vit en ce moment, c'est-à-dire c'est dans les salles, les anciens allumeurs de lune qui reviennent d'ailleurs 10-15 ans après, sur notre site internet joueretgrandir.fr, on met des témoignages des anciens et on veut les retrouver sur tous les territoires pour qu'ils puissent venir témoigner face au public de ce que ça leur a apporté de participer à cette formidable aventure. Et aussi de pouvoir créer des synergies sur les territoires avec la sortie du film. Nous, c'est évident qu'on ne va pas frapper fort là dans les prochaines semaines, puisque on n'a pas la notoriété d'un long métrage de fiction porteur. Par contre, on peut, sur la durée, s'inscrire sur les territoires en mettant aussi en valeur les démarches avec des petites compagnies pour que... Et les démarches locales, pour montrer à quel point tout ça se reproductible. Et rapprocher le monde de l'éducation, il est déjà très proche, mais c'est quand même tendu parfois, rapprocher le monde de l'éducation, de la culture, et donc du désir d'apprendre. Et pour ça, il y a un endroit formidable, ça s'appelle l'éducation populaire, qui est justement à la confluence de tous ces univers-là. Pierre Bécu, merci beaucoup. Jouer et grandir, c'est donc un film, il est en salle, un site internet joueretgrandir.fr et beaucoup d'émotions quand on regarde ce film. Allez-y, ou faites-le, j'imagine qu'on peut prendre rendez-vous pour que vous veniez faire des débats. Absolument. Et ben voilà, donc vous allez sur le site joueretgrandir.fr. Pierre, si vous voulez bien, vous restez avec nous, puisque aujourd'hui c'est jour de cantoche, vous en avez de la chance. On va faire un petit repas de Thanksgiving avec Sandra. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Ravi de vous accueillir. On va poser sur le plateau repas tout ce qu'il faut pour réussir Thanksgiving. C'est la semaine prochaine, c'est jeudi 28. Et vous allez nous raconter ce qu'on déguste pendant cette fête. Peut-être déjà rappeler malgré tout en quel honneur Thanksgiving est-il organisé? Oui, c'est historiquement la fête de la moisson. Alors c'était religieux, maintenant c'est laïque aux États-Unis, c'est une fête qu'on célèbre plutôt aux États-Unis. Maintenant on entend parler en France et vous allez voir pourquoi surtout. Et ça se passe le 4e jeudi du mois de novembre, donc jeudi de la semaine prochaine. Ce jour férié outre-Atlantique marque le début des préparatifs aux fêtes de fin d'année, mais c'est aussi une journée nationale de gratitude, Emmanuel. Mais c'est une journée où on mange beaucoup de choses, et ça vient de loin. Qu'est-ce qu'on mangeait d'ailleurs autrefois à Thanksgiving? Bon, déjà c'est très copieux, donc la diététicienne
diététicienne que je suis, qui sommeille en vous. On l'oublie totalement. Et oui, heureusement, vous avez même le droit de prononcer Thanksgiving. J'ai le droit de dire ce mot-là aujourd'hui. Oui, l'ordre m'a autorisé. Autrefois, c'était surtout de l'oie qu'on consommait, du canard, des fruits de mer, du maïs, des noix et de la citrouille. Ok, maintenant il y a quoi, la dinde? La fameuse dinde farcie. Alors, la dinde farcie, elle est énorme. Ouais. Elle est dorée au four durant de longues heures. Souvent, il y a une petite sauce aux cranberries, de la purée de pommes de terre ou de la purée de patates douces, des haricots verts, des épis de maïs grillés et du pain de maïs. Alors, les Américains sont si nombreux à manger de la dinde ce jour-là qu'on appelle ce jour-là le jour de la dinde, de Turkey Day. Dingue. Et vous connaissez cette tradition que j'ai découverte en regardant The West Wing, la formidable série? Alors, je n'ai pas regardé. Le président américain gracie une dinde. Ah oui, mais bien sûr, mais oui. Extraordinaire. Mais oui, la gracie, on va en parler justement après. Je pensais que vous alliez me parler de la tradition de l'os en Y dans la dinde. Ah, je ne sais même plus comment il s'appelle. Alors, ce petit os s'appelle le wishbone, donc l'os qui porte bonheur. Si on tire dessus, si vous avez le plus grand morceau, mais c'est moi qui vais l'avoir, si j'ai le plus grand morceau, vous avez vu, c'est moi chronique, je vais comme je veux. Oui, bon, pour les mon vœu sera exaucé. Bon. Tirez là-dessus. Mon vœu, c'est de manger du dessert. Hein. On mange quoi à Thanksgiving? La tarte à la citrouille, je ne peux pas passer à côté de ça. Fameuse pumpkin pie. Donc c'est incontournable. Vous servez ça avec une petite touche de crème fouettée, c'est la diététicienne qui a dit ça. Alors c'est assez simple. La recette la plus simple, c'est de prendre une pâte sablée que vous mettez sur votre plat à tarte. Et là, vous faites une garniture qui est composée de, je vous donne les chiffres, 375 g de purée de potimarron, 120 g de sucre roux, 120 ml de crème fraîche, 2 œufs, une pincée de sel, vous mélangez tout ça et puis vous mettez ça dessus, vous faites cuire à 180 degrés. Et là, sincèrement, il vous suffit juste de la laisser refroidir, même de la mettre au réfrigérateur quelques heures avant la Alors pour la faire cuire à peu près 3 quarts d'heure. Ouais, 3 quarts d'heure à peu près. Et on a une délicieuse tarte à la citrouille. Et là, je suis contente, même si c'est pas ce qu'il y a de plus diététique vu ce qu'il y a autour, il y a de la citrouille. Il y a de la citrouille dedans. Et alors, quand vous la faites très bien, quand vous-même êtes invité chez des amis américains... Eh bien, on met la main à la pâte quand on est invité. Ah oui, si vous fêtez Thanksgiving dans une famille américaine, il faut mettre la main à la pâte, vous apportez une partie du repas. Si, par contre, vous n'allez pas dans une famille américaine, profitez pour aller dans un restaurant qui va proposer un menu spécial Thanksgiving, ça sera génial. Formidable. Donc tout ça est extraordinairement diététique. Je ne sais plus à quoi sert cette chronique. Ceci étant, Thanksgiving, c'est pas seulement pour manger. Non. Cette chronique, elle sert aussi à rappeler que manger, c'est un don de soi, parce que c'est une journée de gratitude où souvent, il y a des organisations et des associations caritatives qui vont offrir le repas à des personnes démunies ou des personnes plus âgées. C'est aussi l'occasion de regarder des matchs de football universitaire. Grande tradition dans tous les films et séries américaines. Et la fameuse dinde gracie. La séance entre le père et le fils qui regardent ensemble. Exactement. On voit souvent ça dans les films américains. Et la fameuse dinde gracie dont vous parliez. Alors là, c'est un acte symbolique. Ça, c'est depuis la fin des années 80. Et puis, c'est devenu vraiment une cérémonie annuelle depuis 1989. Parade et la aussi, parade, la parade organisée par les grands magasins. Donc voilà, il y a ce côté. Je voulais rappeler aujourd'hui dans cette chronique que on mange et que c'est un plaisir aussi de manger. Il y a tout l'esprit festif autour. C'était l'occasion pour Thanksgiving. Et puis le lendemain. Eh oui, le lendemain. Je ne sais pas si j'adore le lendemain. C'est un vendredi et c'est le Black Friday, le fameux Black Friday. C'était rigolo quand on allait dans les vrais magasins. Là, ça fait. C'est le coup d'envoi de Noël. C'est noir de monde. C'est pour ça qu'on l'appelle le Black Friday. Et ça ouvre parfois des minuit. Et ça ouvre parfois des minuit. Enfin bon, c'est de la folie. Mais voilà, d'où ça vient, c'est parce que c'est le top départ pour organiser les fêtes de fin d'année. Super, 28 novembre alors. Voilà. Pour les Américains surtout. Merci beaucoup Sandra pour cette chronique spéciale Thanksgiving. Pierre, merci de nous avoir accompagnés dans cette émission. Jouer et grandir, c'est sur tous les écrans. Et il y a un site internet joueretgrandir.fr. Précipitez-vous. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Au maquillage, Laure Rodemont, Marine Plantec et Dylan Colère à la préparation de l'émission qui sont en régie aujourd'hui avec au son Saïd Mamou et à la réalisation Théo Boscar. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur internet et sur les réseaux sociaux. La quotidienne vous a été présentée par Microsoft.